Ah ouais, le clap. Ouais, si tu veux, clap, comme ça. Trop bien. Donc je m'appelle Salomé Sperber, je suis psychocriminologue spécialisée dans les violences intrafamiliales et sexuelles. Alors, psychocriminologue, c'est quoi? En fait, ça va être un criminologue qui va être spécialisé en psychologie. Et donc, pour pouvoir comprendre ce métier-là, il faut d'abord présenter ce que c'est, la criminologie. Donc, la criminologie, c'est une science sociale qui est dite fille, c'est-à-dire que c'est à la frontière entre la psychologie, la sociologie et le droit, notamment le droit pénal, ce qui va nous permettre d'avoir 3 objets d'études principaux. L'individu qui va être concerné, qui va être impliqué dans un parcours criminel, que ce soit un parcours qui est agi pour la personne qui est autrice d'une infraction, que ce soit un parcours qui est plutôt subi pour la personne qui est victime du préjudice d'une infraction. Ça va aussi nous permettre d'avoir comme objet d'étude le groupe et la société en réaction face à ces individus, que ce soit des individus auteurs ou des individus victimes. Et puis finalement aussi de pouvoir définir de quoi on parle, que ce soit une transgression ou une infraction, notamment au sens pénal. Donc finalement, on va avoir vraiment une espèce de triade autour de l'individu, de la société et puis du droit tel qu'il va être défini. Et donc en tant que psychocriminologue, j'ai un focus particulier sur l'individu, son fonctionnement, ses facteurs psychosociaux et sa relation au monde et à lui-même. Je peux prendre une métaphore, en fait, en tant que psychocriminologue, je suis quelque part entre un juriste et un psychologue, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des compétences qui vont être en lien avec la prise en charge individuelle, donc notamment des compétences thérapeutiques, mais aussi un bagage en termes de connaissances judiciaires, notamment au niveau du droit pénal et du droit civil au vu de ma spécialisation sur les violences de l'intime et les violences intrafamiliales et sexuelles, qui va du coup me permettre en fait de jongler un petit peu de statut. Je suis ni vraiment juriste, ni vraiment psychologue, je suis vraiment quelque part entre les deux, ce qui me permet d'avoir une prise en charge qui peut être assez globale et donc aussi pluridisciplinaire. Trop bien. Parfait. On passe aux questions. Allez. Je suis victime de violence. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, si on connaît quelqu'un ou que soi-même on est victime de violences dans son couple, du coup, plutôt, déjà dans un premier temps, c'est réussir à lever le secret, c'est-à-dire libérer aussi sa parole et pouvoir peut-être entrevoir le fait qu'on puisse se conscientiser aussi comme une personne qui est victime. Et ça, c'est quand même un point de départ qui est hyper important parce que sans cette reconnaissance objective aussi des violences dont on peut être victime, c'est très compliqué de pouvoir agir, en tout cas sur le long terme. Cette reconnaissance-là et cette levée du secret, elle peut se faire aussi via le fait de se confier à quelqu'un, de manière à justement injecter un peu d'objectivité aussi dans sa situation. Ça peut être à un proche, à une proche, mais ça peut être aussi via certaines associations professionnelles, comme les associations affiliées au réseau Solidarité Femmes ou au Centre d'information des droits des femmes et de la famille, les CIDFF, ou les réseaux aussi France Victime, ou peut-être des associations qui émergent aussi de manière un petit peu plus spontanée en fonction du territoire sur lequel on est, de manière à pouvoir raconter finalement son histoire. Et le fait de pouvoir vraiment raconter son histoire sans chercher à aller judiciariser, à essayer de faire des analogies, de transcrire au niveau judiciaire, mais simplement de raconter les faits qu'on vit au quotidien et d'avoir une objectivité, ça nous permet aussi de sortir justement de cet étau dans lequel on est, de ce petit cercle dans lequel on est, et du coup peut-être parfois de prendre conscience aussi de certaines choses. Et puis après, on peut avoir aussi des petits tips supplémentaires, c'est-à-dire que s'il y a eu des violences qui ont pu laisser des traces au niveau physique ou qu'il y a une répercussion au niveau psychologique aussi, les blessures psychologiques sont aussi importantes que les blessures physiques, ça peut être se tourner vers son médecin pour demander l'établissement d'un certificat médical initial de coups et blessures qu'un médecin ne peut pas vous refuser, c'est important de savoir ça. Vous avez aussi pour eux des modèles qui existent sur internet, des modèles qui sont à trous en fait, qui sont pré-remplis et qui après on a juste à compléter en fonction de la situation de la personne. Au moins c'est des documents qui peuvent venir attester d'une situation. Qu'on peut garder aussi précieusement, qu'on peut transmettre à un proche ou à une proche. Même chose sur la question des photos, même chose sur la question des enregistrements, éventuellement audio, vidéo, tous les éléments qui peuvent finalement semer aussi un petit peu le doute et justifier qu'on ait un doute aussi sur sa situation. Ne pas hésiter à les transmettre à un proche pour les mettre en sécurité. Et puis après, si on s'en sent prête, ou prêt, on peut aussi se tourner vers les forces de l'ordre, que ce soit en commissariat de police, en gendarmerie, mais aussi directement sur des chats en ligne portés par le gouvernement, où justement là aussi on raconte notre histoire et puis c'est des officiers de police judiciaire qui sont derrière et qui peuvent nous orienter directement vers la brigade de gendarmerie ou le commissariat qui est territorialement compétent sur notre sort, ou ça peut aussi être directement un courrier auprès du procureur de la République pour signifier aussi sa situation.
Alors effectivement, la question des violences dans le couple, on parle maintenant assez facilement en fait de violences dans le couple, mais aussi de violences intrafamiliales, parce qu'effectivement, quand il y a des violences qui se passent dans le couple parental alors qu'il y a des enfants, forcément, ça a un impact aussi sur les enfants. On peut assez régulièrement entendre chez les parents qui sont concernés par par la violence, pardon, que ce soit les parents victimes ou les parents auteurs, que les enfants n'étaient pas présents, ils étaient dans leur chambre, donc ils n'ont pas vu, ils n'ont pas forcément entendu. Sauf que parfois le fait de ne pas voir mais avoir le son, c'est encore pire que de pouvoir en fait finalement assister à ça, parce qu'on ne se représente pas les choses, on se les imagine. Et donc effectivement la question des violences dans le couple parental ont vraiment un impact sur les enfants parce qu'ils sont exposés de manière constante à un environnement particulièrement stressant. Et ça, le stress, les enfants ne sont pas forcément toujours en capacité, suivant les âges, de pouvoir le conscientiser comme tel, c'est-à-dire le comprendre d'un point de vue vraiment cérébral, pouvoir le traiter, l'analyser, puis après derrière le ranger. Par contre, d'un point de vue vraiment reptilien et émotionnel, en fait, de manière très instinctive, ils vont quand même être capables de le capter. Et donc, ça va quand même avoir un impact aussi sur eux. Et donc, le fait de vivre dans un environnement stressant, avec des questionnements sur la sécurité effective de l'un des parents qui va être victime, de comment ça se passe quand il n'est pas là, de comment ça se passe quand il est là et ce à quoi il va pouvoir assister et ce à quoi il va être exposé. Puis très régulièrement, l'un des motifs principaux de dispute dans le couple parental, c'est quand même aussi l'éducation. Du coup, il va quand même bien comprendre qu'il y a quelque chose aussi qui le concerne. Du coup, il va pouvoir peut-être porter de manière symbolique et inconsciente un poids de la culpabilité aussi au regard peut-être du parent victime et ou du parent auteur. Et donc, ça va avoir un impact sur lui. Il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié des enfants qui sont exposés à des violences dans le couple parental qui présentent un état de stress post-traumatique, justement à cause de cet environnement stressant et finalement de l'impact que ça peut avoir physiologiquement aussi sur eux. La moitié des enfants, c'est quand même pas négligeable pour le coup. C'est d'ailleurs pour ça que d'abord en 2018, en août 2018, on a une loi en France, une loi pénale qui est passée, signifiant que quand des violences dans le couple parental étaient commises en présence des enfants, c'était devenu une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la nature de la violence exercée était aggravée par nature, justement par la présence de ces enfants. Et puis en février 2022, on a une nouvelle loi qui est sortie de cette circonstance aggravante pour placer les enfants comme des victimes à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits d'un point de vue légal, en cas de constitution de partie civile, que le parent qui va être victime directe. Donc on est sorti de ce clivage qu'il y avait entre victime directe des violences, à savoir le parent, et victime indirecte, les enfants, qui étaient une circonstance aggravante, pour vraiment considérer que c'est des deux protagonistes à part entière, et quand bien même ils ne sont pas visés directement par les violences, de quelque forme que soit la violence, et ben ils en sont quand même victimes aussi, avec des droits particuliers, et donc avec un devoir de sécurisation aussi de la part de la justice particulière. Est-ce que, comme tu as donné des petits tips pour les victimes de violences, est-ce que tu as des tips pour les enfants? Je sais pas ce que ça pourrait être, mais... Alors, déjà pour les enfants, la première chose, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à faire en France, et je pense qu'il faut savoir le dire aussi pour le coup, c'est d'appliquer un principe de précaution aussi pour les enfants. Et de prendre en compte la parole des enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est pas des petits êtres qui ne sont pas doués de conscience et qui ne savent pas réfléchir. Ça reste aussi des individus à part entière qui captent aussi pour le coup ce qui se passe à la maison et qui sont très souvent malheureusement les seuls témoins de ce qui se passe aussi à la maison. Donc c'est important de pouvoir leur donner la parole et de pouvoir leur proposer une sécurité à part entière. Mais pour ça, il faut savoir voir. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tant des tips à destination des enfants peut-être, mais plutôt à destination des professionnels, que d'être en mesure d'écouter et de lire aussi le comportement des enfants. C'est-à-dire que des enfants qui vont être trop sages, qui vont être très lisses, qui vont être particulièrement matures d'un point de vue intellectuel, qui vont avoir tendance à être détachés assez facilement émotionnellement, qui vont avoir beaucoup de somatisation, c'est-à-dire beaucoup de maux de ventre, qui vont faire de l'eczéma, du psoriasis, qui vont avoir des difficultés d'endormissement, qui vont avoir des troubles de l'attachement et notamment de la séparation avec le parent qui va être victime, ou à contrario qui va avoir tendance à être dans le rejet du parent victime avec une grosse identification potentielle au parent plutôt violent et ou auteur. Tout ça, c'est des signes qu'il y a eu de la violence ou en tout cas qu'il a pu être exposé à de la violence. Et donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut réussir à faire dans un premier temps plutôt que d'être vraiment dans l'intervention. C'est déjà d'être dans la reconnaissance et la légitimité finalement du statut d'un enfant qui peut être exposé à des faits de violence, parce qu'après finalement les protocoles de prise en charge, on les connaît assez, on sait faire, c'est-à-dire que les enfants, c'est important de pouvoir leur donner un espace de parole dans lequel on doit nommer les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les surtraumatiser, mais simplement on va poser des limites avec les mots, on va donner une réalité aussi à ce qui s'est passé, et donc un sens en quelque sorte face à des choses qui sont totalement insensées pour eux parce que totalement impensables, parce que
cérébralement parlant, ils sont pas mûrs, tout simplement. Et c'est pas une question. Enfin, c'est un non-sujet, c'est-à-dire que de toute façon, le cerveau n'est pas terminé. Donc c'est important vraiment de pouvoir leur donner cet espace-là aussi, une fois qu'on a dit les choses, qu'on a nommé les choses, et surtout de les entendre. Point important aussi, j'insiste quand même sur un point, notamment dans le cadre des procédures civiles où il peut y avoir des volontés de la part d'un des parents ou potentiellement même des enfants d'être auditionnés aussi auprès par exemple d'un juge aux affaires familiales. Il y a des procédures qui existent spécifiquement pour ça s'appelle des auditions d'enfants, c'est des choses qu'on peut demander auprès d'un juge aux affaires familiales pour justement que la parole de l'enfant soit entendue de manière objective par un professionnel formé à ça, ce qui permettra aussi de pouvoir créer un espace vraiment dédié à la parole de l'enfant, quel que soit son âge. Alors l'idée de l'intervention de la justice, c'est pas d'aller créer un trauma là où il n'y en avait pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tendance à limiter les auditions des enfants, de manière à justement faire en sorte que ça ne fasse pas trauma, ou ça ne vienne pas créer quelque chose de difficile pour l'enfant, mais en tout cas on peut quand même l'entendre, parce que souvent il y a des âges un peu charnières qui sont identifiés comme on n'entend pas un enfant avant 9 ans, ou on n'entend pas un enfant avant 13 ans. Sauf erreur de ma part, et alors là j'y vais vraiment avec beaucoup de prudence. Il n'y a pas d'âge dans les textes de loi. L'âge 13 ans, c'est la responsabilité pénale pour pouvoir poursuivre un enfant en tant qu'auteur potentiel d'une infraction, c'est-à-dire en tant que prévenu. Mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'âge minimal pour être auditionné pour les enfants. Sinon, on ne pourrait pas auditionner des enfants de 5 ans qui dénoncent par exemple des violences incestueuses. Par contre, on limite encore une fois la confrontation à la justice. Mais s'il y a une volonté que les enfants soient auditionnés dans le cadre d'une procédure civile, il y a tout à fait la possibilité de le faire via l'audition d'enfants. Et ça, comment on le demande ? Et bien ça fait partie des demandes qu'on peut faire directement quand on saisit un juge aux affaires familiales ou avec l'aide d'un avocat, au même titre qu'on peut demander une enquête sociale par exemple à la maison pour voir comment ça se passe chez l'un des parents et donc forcément chez l'autre, vu qu'on a le principe d'autorité parentale conjointe. Si on dénonce un truc qui ne va pas chez l'un, il faut pouvoir aller vérifier que ça se passe bien chez l'autre en gros. Et bien ça fait partie des choses qu'on peut demander de manière très naturelle auprès d'un juge aux affaires familiales. Il faut savoir que la justice ne statue que sur ce qu'on lui demande. Et donc c'est important de vraiment formuler ces demandes parce que elle n'est pas devant. Donc du coup, elle va parfois, dans certaines situations qui sont particulièrement compliquées ou ancrées, elle va pouvoir proposer certaines choses. Les juges ont cette liberté-là, cette indépendance-là, mais de manière générale, elle statue sur ce qu'on lui demande. Donc on peut très bien formuler dans le cadre des conclusions rendues par un avocat par exemple, on peut demander est-ce qu'il y a une audition d'enfant. Après, c'est accepté ou ça l'est pas. Là, c'est autre chose. Mais en tout cas, on peut formuler la demande de manière très simple. Comme ça, j'aimerais avoir une audition enfant pour mon enfant. Ok, super. Ça, c'était le tips pour moi. Voilà. Mais ça sera certainement pour d'autres. Ok, et la dernière question, est-ce qu'un auteur de violence peut être accompagné ? Oui, et moi j'aurais tendance à dire même qu'il doit être accompagné. Quand bien même il y ait une demande spécifique qui soit formulée de sa part ou pas, parce que la demande peut aussi être contrainte, c'est-à-dire notamment dans le cadre par exemple des auteurs qui sont poursuivis dans le cadre de violences dans le couple et qui du coup sont sous le coup d'une obligation de soins, par exemple, c'est-à-dire de soins pénalement ordonnés par un juge dans le cadre présententiel, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou après à l'issue d'une condamnation. Les auteurs de violences, notamment de violences dans le couple, ne sont pas forcément malades au sens psychiatrique du terme. Par contre, au vu de leur fonctionnement dans l'environnement, au vu de leur fonctionnement personnel, au vu de leur rapport au monde, de leur rapport à leurs partenaires, hommes ou femmes, de leur rapport à leurs enfants, ça nécessite quand même qu'on puisse avoir une action thérapeutique. Pas forcément curative, parce qu'il n'y a pas forcément de maladie mentale, mais par contre une action thérapeutique qui peut aussi être une éducation psycho-éducative, qui peut être une action d'apprentissage de la gestion des émotions, mais ne serait-ce que de la mise en mots. Parce que c'est aussi une réalité, la difficulté de conscientisation de son propre comportement, de son propre vécu, sont des facteurs explicatifs qui permettent de comprendre potentiellement la création et l'arrivée à la violence, c'est-à-dire un passage à l'acte, mais ne sont pas des éléments d'excuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc l'accompagnement des auteurs est vraiment quelque chose qui est aussi fondamental dans la prévention de la récidive et notamment dans le bon rétablissement aussi. Ah ouais, ça va à l'hôpital. Le jaune. C'est ça arrête pas en ce moment, c'est une calamité. On a acheté des micros, je pense. Ouais. Oui. Il nous faut un micro.
Du coup, oui, donc l'accompagnement des auteurs est vraiment important, d'une part, donc pour la prévention de la récidive, c'est-à-dire faire en sorte que dans d'autres relations, de couple, qu'ils auront ou qu'elles auront, on n'ait pas de retour de la violence, mais aussi pour le bon rétablissement finalement de la cellule familiale, au sens large du terme. Parce que toutes les situations de violence dans le couple, n'aboutissent pas forcément à une séparation définitive du couple notamment, ou une séparation symbolique de la famille. Et donc il est nécessaire de pouvoir lisser aussi les choses et du coup d'aller injecter aussi de la connaissance, de l'objectivité, du thérapeutique finalement, pour pouvoir en fait travailler cette question de la violence et faire en sorte qu'il y ait un aplanissement de tout. C'est quand même vachement plus simple de prendre en charge une personne qu'une famille pour le coup. Et donc la question de la prise en charge des auteurs, c'est aussi un acte préventif. C'est-à-dire que c'est vraiment appliquer le mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, il est nécessaire aussi de pouvoir aller questionner ces prises en charge-là, donner des moyens, alors non pas forcément des moyens financiers, mais vraiment des moyens aussi humains dans cet accompagnement-là, de manière à aller travailler certaines choses, que ce soit de l'ordre de l'héritage culturel, au sens peut-être pas là pour le coup patriarcal aussi qu'on peut avoir, mais de manière générale aussi très technique, d'un point de vue criminologique, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue psychosocial, parfois d'un point de vue pathologique, parce qu'on peut aussi avoir des pathologies psychiatriques, mais en tout cas d'aller creuser ça de manière à lisser en fait les choses et du coup avoir des lieux aussi réservés pour ces prises en charge, pour que certaines personnes qui se questionnent aussi dans leur comportement ou peut-être dans des problématiques qu'ils ont pu rencontrer ou qu'ils sentent peut-être aussi parfois monter, qu'ils puissent aussi avoir un écho face à leurs demandes, qu'ils aient un espace de parole dans lequel ils puissent aussi déposer un certain nombre de choses. Peut-être qu'on peut terminer avec ça. Du coup, toi, tu organises des groupes de parole pour femmes et pour hommes, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'organise depuis septembre 2022 maintenant, au niveau local, donc en Haute-Savoie, là où j'interviens, là où je suis installée, des groupes de parole à destination des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, mais de manière générale de violences interpersonnelles. Et l'idée de ces groupes de parole, c'est de pouvoir proposer un espace pour les personnes. L'idée de ces groupes de parole, c'est de pouvoir proposer un espace en non-mixité choisi, c'est-à-dire un groupe à destination des femmes, un groupe à destination des hommes, où finalement le travail collectif, le travail thérapeutique du collectif, qui est un travail silencieux, puisse aussi permettre de déposer un certain nombre de choses et donc de permettre aux personnes aussi derrière de pouvoir initier ou pas un accompagnement, un suivi auprès des assos, auprès des professionnels, dans du libéral, dans les institutions publiques, etc., etc. Mais en tout cas qu'elles puissent avoir un espace collectif où elles peuvent déposer ce qu'elles ont à déposer en termes de vécu violent. Trop bien. Merci. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres questions. Est-ce que ça t'a donné des idées de trucs? Et toi, Margot? Je pense que j'ai posé toutes les questions. T'as pas écouté? Non, écoute, je sais pas, non, je crois. Écoute, on a parlé auteur, victime, enfant, t'as donné des astuces. On n'a pas dit... Et si j'ai l'impression que je suis violent, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, et ça on peut faire, ouais. Alors si je me pose la question de savoir si je suis violent, si je m'interroge ou si j'ai déjà eu des comportements violents et que je suis en demande d'aide, je peux me tourner vers une fédération qui s'appelle la FNACAV, par exemple, qui est une fédération qui prend en charge les auteurs de violences de manière plus délocalisée, si je puis dire. Dans chaque département, théoriquement, il est censé y avoir aussi des CPCA, donc des centres de prise en charge pour les auteurs, qui peuvent aussi recevoir donc toute personne placée sous main de justice pour des faits de violence dans le couple et ou la famille, mais qui peuvent aussi recevoir d'initiatives. Donc c'est important de pouvoir se renseigner. Vous avez l'annuaire des CPCA au niveau national qui est disponible sur le site du gouvernement. On peut aussi aller se renseigner sur des sites d'associations directement qui prennent en charge aussi les personnes victimes, qui souvent vont venir définir la question de la violence, qui vont donner des informations aussi pratiques autour de ce que c'est être violent et donc de ce que c'est aussi être victime. Et donc c'est aussi potentiellement l'analogie est faisable. Et puis après ça peut aussi tout simplement aller se tourner vers un professionnel de santé, que ce soit son médecin, que ce soit éventuellement un psychologue, que ce soit un psychocriminologue comme moi, pour aller aussi demander de l'aide. Il y a aussi la possibilité, ça peut être un petit peu étonnant, mais parfois d'en parler directement auprès des commissariats de police ou de gendarmerie, parce qu'il y a des dispositifs comme l'intervention sociale auprès donc, de la police ou de la gendarmerie, ce qu'on appelle les dispositifs ISCG, intervenant social, commissariat de police et gendarmerie, qui peuvent aussi être en mesure de recevoir les personnes qui se questionnent quant à leur violence ou qui ont des besoins particuliers et donc du coup pourront renseigner éventuellement la personne. Il y a
Ah, le numéro de Il y a téléphone un de la numéro de FNACAV. téléphone aussi, ouais. Ouais, je me souviens plus, c'est le 0800. Mais on pourra le remettre en dessous. Ouais, De toute façon, le les gens, ils numéro vont de la pas- FNACAV ouais. qui est un numéro unique. Et alors là, c'est plutôt violence sexuelle aussi, mais tu as le numéro STOP qui est porté par le CRI AVS. Tu veux que je le dise ça pour les autres, pour les Les auteurs personnes de violences sexuelles? ouais, qui ont Ah des, bah qui ont ouais, des tu peux le attirances. dire. Ouais. Si on se questionne aussi quand tu as potentiellement une attirance sexuelle qui peut être problématique, notamment vers les enfants, depuis quelques années, le CRI AVS, qui est le centre de ressources des intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, ont proposé un numéro de téléphone gratuit qui est joignable 6 jours sur 7, il me semble, et qui est anonyme, qui s'appelle le numéro STOP. Et qui peut être joint du coup pour pouvoir aussi retrouver une aide et un répondant, une prise en charge adéquate au regard potentiellement du trouble de l'excitation sexuelle qu'on peut présenter. Putain, je savais pas qu'il y avait ça. Ouais. Ah ouais, Ouais. c'est Ça a bien. été hyper compliqué à mettre en place. Costaud. En Ouais. France, ils voulaient pas. Ok. Parce que ça fait plus de 20 ans que ça existe en Allemagne et au Royaume-Uni et que ça marche vraiment bien, pour le coup. Je pense que je vais arrêter, hein. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que j'ai d'autres idées? Non, je crois pas. Hein. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé. Oui. Et de toute façon, on mettra, et au pire, si elles ont des questions...